8 500 milliards de dollars sont déjà en train de céder. Et voici le paradoxe. Officiellement, rien n'a explosé. Aucune alerte, aucune panique, aucune déclaration d'urgence. Pourtant, quelque chose s'est fissuré au cœur du système bancaire américain cette semaine et presque personne ne vous explique pourquoi c'est grave. Pas grave un jour, grave maintenant. Pendant que la plupart des gens dormaient, scrollaient ou débattaient d'autres sujets, un rapport réglementaire a été déposé discrètement dans une base de données fédérale. Pas de gros titres, pas de notification, juste un fichier horodaté, banal en apparence. Mais à l'intérieur, un chiffre suffisamment massif pour effacer tout le capital d'une banque régionale et continuer au-delà. Pas une hypothèse, pas une opinion, un chiffre écrit noir sur blanc. Voici ce qui rend cette histoire dangereuse. Ce n'est pas une banque isolée, ce n'est pas une erreur de gestion. C'est un problème de structure, un problème de mathématiques à l'échelle du système. Et si on vous a dit « ne vous inquiétez pas, c'est contenu », il faut comprendre une chose essentielle. Ce genre de phrase ne tient que tant que personne ne demande son argent, parce qu'en réalité, ces pertes existent déjà. Elles sont simplement dissimulées. Des règles comptables permettent aux banques d'ignorer la valeur réelle de certains actifs tant qu'ils ne sont pas vendus. Comme dire que votre maison n'a pas perdu de valeur parce que vous refusez d'ouvrir Zillow. L'illusion fonctionne jusqu'au moment précis où elle ne fonctionne plus. Et quand ce moment arrive, tout va très vite. Pas en mois, pas en trimestre, en jours, parfois en heures. Ce que ce rapport révèle n'est pas encore la crise. C'est le signal que la mécanique est déjà en mouvement. La question n'est plus « si ». La question est « qu'est-ce qui cède en premier et pourquoi cela vous touche directement ». Ce qui s'est passé ensuite est présenté comme un simple détail technique presque ennuyeux, un dépôt de call report trimestriel, tard dans la nuit, par une banque régionale du sud-est des États-Unis. En surface, tout est propre. Actifs listés, dépôt stable, ratio réglementaire dans les clous, exactement ce que vous verriez si vous parcouriez le résumé rapide. Mais le contenu insiste sur un point précis. La vraie histoire ne se trouve jamais dans le résumé. Elle se cache dans les annexes, là où presque personne ne regarde. Dans ces tableaux secondaires, une ligne attire l'attention. Elle est liée aux pertes non réalisées et à l'exposition à l'immobilier commercial. Fait, le montant est décrit comme des dizaines de milliards, pas des millions, pas une fluctuation marginale, des dizaines de milliards de dollars attachés à des actifs qui, aux prix actuels, ne fonctionnent tout simplement pas. Et quand ce chiffre est comparé au capital propre de la banque, le constat devient brutal. Le texte est clair. Si ces pertes étaient reconnues aujourd'hui, la banque serait techniquement insolvable. Mais voici le point qui change tout. Cette banque est toujours ouverte. Les comptes fonctionnent, les cartes passent. Pourquoi? Parce que le système permet de différer la réalité. Tant que certains actifs sont classés détenus jusqu'à maturité, leur prix de marché peut être ignoré. La perte est réelle, mais elle reste hors champ, invisible pour le public. Invisible jusqu'au jour où elle ne peut plus l'être. Et maintenant, posez-vous cette question, parce que c'est là que l'histoire bascule. Si une banque peut afficher une apparente stabilité tout en cachant des pertes suffisantes pour effacer tout son capital, combien d'autres sont dans la même situation? Et surtout, qu'est-ce qui se passe le jour où ce n'est plus une banque, mais plusieurs en même temps? Voici l'affirmation centrale et elle est lourde de conséquences. Ce que vous venez de voir n'est pas une anomalie comptable, c'est un symptôme systémique. Le contenu le dit explicitement. Ces pertes ne sont pas concentrées dans un seul rapport ni dans une seule banque. Elles sont disséminées dans tout le secteur bancaire, superposées à un problème beaucoup plus large qui s'aggrave rapidement, l'immobilier commercial. Fait précis, le texte parle d'une exposition répartie sur l'ensemble du système bancaire, combinée à des pertes non réalisées et à un mur de refinancement qui approche. Et quand on additionne ces éléments, pertes potentielles, échéances qui arrivent et fragilité de la confiance, on aboutit à un chiffre qui sonne comme du clickbait, mais qui ne l'est pas selon l'auteur, 8 500 milliards de dollars. Pas comme une perte unique, comme une accumulation de dégâts couche après couche. Maintenant, ralentissons une seconde parce que c'est ici que beaucoup de gens se trompent. Ce chiffre ne représente pas seulement des prêts qui feront défaut. Il inclut plusieurs niveaux de dommages. Le texte les décrit clairement.
D'abord, les pertes directes quand des prêts ne sont pas remboursés ou quand des actifs doivent être vendus en dessous de leur valeur comptable. Ensuite, le soutien forcé, résolution de la FDIC, ligne de liquidité d'urgence, dispositif exceptionnel créé pour stopper l'hémorragie. Rien de tout cela n'est gratuit. Mais voici le détail que beaucoup ignorent et c'est là que la perspective change. Ces actifs ne vivent pas seulement sur les bilans des banques. Les prêts immobiliers commerciaux sont emballés, découpés, assurés et distribués à travers des fonds de pension, des assureurs, des REIT et des fonds de crédit privés. Donc, quand les valorisations se réinitialisent, les dégâts ne descendent pas seulement verticalement, ils se propagent horizontalement. Et remarquez ce qui manque encore dans le débat public. On parle peu de la quatrième couche. L'économie réelle. Quand les banques réduisent le crédit, les entreprises cessent d'investir. Les chantiers ralentissent. Les embauches se figent. Le texte est sans détour. C'est à ce moment-là qu'une histoire bancaire devient une histoire de récession. Et c'est précisément cette transition que la plupart des gens n'ont pas encore intégrée. La question n'est donc plus « y aura-t-il des pertes ?» La question est à quel moment cette accumulation devient-elle visible pour tout le monde et quel événement précis déclenche la perte de confiance? Parce qu'une fois ce seuil franchi, le système ne ralentit pas, il accélère. Pour comprendre comment on en arrive là, il faut regarder en arrière très brièvement. Pas pour faire de l'histoire, mais pour voir le mécanisme se répéter. Le texte rappelle un moment précis, mars 2023. En l'espace de 2 jours, Silicon Valley Bank s'effondre, puis Signature Bank suit. À l'époque, beaucoup ont résumé ça à une histoire de mauvaise gestion ou de banque trop spécialisée. Mais le contenu insiste sur autre chose, beaucoup plus dérangeant. Fait clé, ces banques n'ont pas explosé à cause de prêts pourris, elles ont explosé à cause d'un décalage entre leurs actifs et leurs passifs. Des obligations et des titres achetés quand les taux étaient proches de zéro, brutalement dévalorisés lorsque les taux ont grimpé à la vitesse la plus rapide depuis des décennies. Sur le papier, les pertes étaient non réalisées, invisibles. Mais le jour où les déposants ont demandé leur argent, ces pertes sont devenues réelles, visibles, fatales. Et maintenant, voici pourquoi la situation actuelle est décrite comme plus dangereuse. Cette fois, le problème principal n'est pas la durée des obligations. C'est l'immobilier commercial. Et contrairement à une obligation d'État, un immeuble vide ne se répare pas avec le temps. Une obligation continue de payer des intérêts et finit par arriver à maturité. Un immeuble de bureau sans locataire reste vide. Le texte utilise une comparaison très simple. Une obligation qui a perdu 25 % de sa valeur peut encore être conservée jusqu'à maturité. La perte peut être temporaire. Mais un prêt adossé à un immeuble qui vaut bien moins que le montant dû, avec des loyers en chute et des locataires qui partent, c'est une perte permanente. Quand la banque saisit le bien, elle découvre que le marché n'en veut qu'à 40 centimes par dollar, parfois moins. C'est ici que quelque chose de dangereux devient normalisé. Voir des immeubles vendus à une fraction de leur ancienne valeur, voir des pertes absorbées progressivement, voir des banques repousser la reconnaissance du problème. Tout cela crée l'illusion d'un contrôle. Mais en réalité, chaque transaction à prix bradé redéfinit le marché. Chaque vente crée un nouveau point de référence qui force les autres valorisations à baisser. Et c'est là que l'histoire accélère, parce que cette normalisation prépare le terrain pour la suite. Si ce n'est plus exceptionnel de vendre à perte, combien de temps avant que ce soit inévitable? Regardons maintenant où la pression se concentre vraiment, parce qu'elle n'est pas répartie équitablement. Le texte est très clair là-dessus. Le stress ne frappe pas toutes les banques de la même manière. Il se concentre sur les banques régionales et de taille intermédiaire, celles qui, pendant des années, ont utilisé l'immobilier commercial comme moteur principal de rendement. Et à l'intérieur même de cet univers, il se concentre sur certains segments précis,
Commençons par les bureaux, parce que c'est le cœur émotionnel de cette crise. Fait, le texte affirme que le télétravail n'a pas disparu, que l'hybride n'est pas revenu à 5 jours et que la courbe de demande a changé durablement. Quand la demande change, les valorisations ne s'ajustent pas gentiment. Elles se réinitialisent. Les retards de paiement sur les prêts de bureaux détenus par les banques ont fortement augmenté par rapport à leur niveau d'avant-crise. Peu importe la source exacte des données, la direction est la même partout. Mais voici la partie que beaucoup ne comprennent pas encore. Le retard de paiement arrive tard, très tard. Quand un prêt devient défaillant, le combat est déjà perdu. Cela signifie que le propriétaire a passé des mois à tenter de renégocier, à colmater les fuites, à espérer un retournement qui n'est jamais venu. Donc, quand les défaillances montent, les pertes ne sont pas à venir. Elles sont déjà intégrées dans le système. Maintenant, prenez un instant pour visualiser l'échelle. Les banques américaines détiennent collectivement des milliers de milliards de dollars d'exposition à l'immobilier commercial. Les bureaux représentent une part significative de ce total. Et une proportion massive de ces prêts est aujourd'hui en équité négative, c'est-à-dire que la valeur de l'immeuble est inférieure au montant restant dû. À ce moment précis, la garantie cesse d'être rassurante. Un immeuble de bureau avec des étages vides n'est pas un actif liquide, c'est un passif qui porte un costume. Et juste au moment où vous pourriez penser que le pire est derrière, le texte enchaîne avec la suite logique. Les bureaux ne sont que le début. Le stress se propage vers le commerce de détail, puis vers le résidentiel collectif. Différentes vitesses, même force, et c'est là que l'empilement commence vraiment à devenir incontrôlable. Parce que la question n'est plus « un secteur peut-il encaisser ça ?» La question devient « que se passe-t-il quand plusieurs segments craquent en même temps sur les mêmes bilans ?» Regardons ce qui se passe quand ces segments commencent à se superposer parce que c'est là que la pression devient suffocante. Après les bureaux, le texte pointe le commerce de détail. Oui, il existe encore des centres performants, des emplacements premium. Mais une grande partie des anciens ensembles commerciaux est décrite comme structurellement endommagée. Fait, le e-commerce n'a pas ralenti. Il a redéfini de façon permanente la quantité d'espace nécessaire. Résultat, des taux de vacances plus élevés, des loyers sous pression et des propriétés marginales qui ne survivent qu'en théorie. Puis vient l'actif que beaucoup pensaient intouchable, le résidentiel collectif. Le texte le dit clairement. Les gens ont toujours besoin de se loger, mais cela ne rend pas ces prêts immunisés. Taux plus élevés, surconstruction dans certains corridors, croissance des loyers qui se tassent, ménages sous pression, fait. Les retards de paiement dans le multifamilial ont augmenté. Peut-être moins brutalement que dans les bureaux, mais suffisamment pour compter quand les montants en jeu sont énormes. Et maintenant, voici le point où la perception bascule. Si l'on additionne bureaux, commerce, résidentiel collectif, même avec des hypothèses conservatrices, on atteint déjà des centaines de milliards de pertes potentielles. Pas dans un scénario extrême, dans un scénario réaliste. Mais ce n'est encore qu'une moitié du problème. Parce que pendant que l'immobilier se dégrade, une autre fragilité reste en arrière-plan. Les portefeuilles de titres. Fait, les banques détiennent toujours d'énormes pertes non réalisées sur leurs obligations, qu'elles soient classées disponibles à la vente ou détenues jusqu'à maturité. Ces pertes diminuent si les taux baissent, elles augmentent si les taux restent élevés ou remontent. Et le texte insiste, le danger n'est pas le chiffre exact d'un trimestre. Le danger, c'est la vulnérabilité. Voici pourquoi. Une grande partie des banques portent des actifs valorisés bien au-dessus de ce que le marché paierait aujourd'hui. Tant que les dépôts restent stables, ce décalage peut être ignoré, mais le jour où les déposants partent, la banque doit lever du cash. Et pour lever du cash, elle vend. Et en vendant, elle transforme une perte invisible en perte réelle irréversible.
C'est là que la combinaison devient létale. D'un côté, l'immobilier commercial détruit le cash flow et la valeur des garanties. De l'autre, les pertes sur titre réduisent la capacité à absorber des retraits sans s'autodétruire. Deux pressions différentes qui frappent exactement au même endroit. Et ce n'est toujours pas le dernier clou, parce qu'il reste une échéance que le texte décrit comme une vague, pas comme un point, le mur des maturités. Et c'est lui qui force le système à regarder la réalité en face. Voici ce que ce mur des maturités fait réellement et pourquoi il change la dynamique. Le texte parle d'une vague de prêts immobiliers commerciaux qui arrivent à échéance en 2026. Pas des prêts amortissables tranquillement, des structures ballons sur 5, 7 ou 10 ans, signés quand l'argent était presque gratuit et que les valorisations étaient gonflées par des taux proches de zéro. Aujourd'hui, ces prêts arrivent à un carrefour brutal. Fait précis, quand ces échéances arrivent, l'emprunteur n'a que 3 options. Payer le solde total. Dans la majorité des cas, c'est impossible. Refinancer. Mais refinancer exige une nouvelle expertise, des exigences de fonds propres plus élevées et une couverture de la dette plus stricte. Or, les immeubles valent pile moins, les loyers sont sous pression et les banques demandent plus de garanties. Le calcul ne ferme pas. Troisième option, le défaut. Rendre les clés. Le texte est sans ambiguïté. Ce n'est pas une hypothèse future. Les défauts stratégiques ont déjà commencé. Et voici la tension reset que beaucoup ratent. Ce mur force une décision. Il transforme « on va s'arranger » en « paix » ou « abandonne ». Quand des centaines de milliards arrivent à échéance dans une fenêtre étroite, même un système de bonne volonté n'a pas la capacité de tout refinancer. Il n'y a pas assez de capital, pas assez d'appétit, pas assez de temps. Résultat mécanique, les défauts augmentent, les pertes sont reconnues, le capital est entamé. Et à ce stade, beaucoup de gens hochent la tête et se disent « d'accord, il y aura des pertes ». Mais ils sous-estiment la seule chose qui transforme des pertes en crise. Le texte le nomme clairement la contagion, parce que la banque n'est pas une industrie comme les autres. C'est une industrie de confiance. Et la confiance ne se dégrade pas lentement. Elle tient, puis elle casse. Une fois qu'elle commence à se fissurer, la question n'est plus quelle banque est touchée. La question devient laquelle est la suivante. Et c'est exactement là que la vitesse moderne change tout. C'est ici que la mécanique devient incontrôlable parce qu'elle ne dépend plus seulement des bilans, mais du comportement humain. Le texte le rappelle sans détour. La banque est un métier de confiance. Le moment où cette confiance faiblit, les gens n'attendent pas un communiqué trimestriel. Ils agissent, ils déplacent leur argent. Et nous avons déjà vu ce film. Fait rappeler, en 2023, une seule faillite a suffi à déclencher la peur. La peur a provoqué des retraits. Les retraits ont forcé des ventes d'actifs. Ces ventes ont rendu visibles des pertes qui étaient jusque-là cachées. Ces pertes visibles ont créé encore plus de peur. C'est ce que le texte appelle une spirale fatale. Et en 2026, selon le contenu, la configuration est encore plus dangereuse parce que les dégâts de l'immobilier commercial sont désormais publics. Regardez autour de vous. Des tours de bureaux ont déjà été revalorisés à la baisse. Des défauts sont annoncés. Des immeubles se vendent à des décotes choquantes. Ce ne sont plus des rumeurs. Ce sont des transactions réelles. Et dans cet environnement, posez-vous une question simple. Comment réagit un déposant rationnel quand 2 ou 3 banques régionales sont saisies le même week-end? Le texte est très clair sur la séquence. Les déposants n'attendent pas. Ils se dirigent vers ce qui leur semble le plus sûr, les grandes banques. Et voici l'ironie cruelle. Même si les grandes banques restent solides, le simple fait de fuir rend les plus petites encore plus fragiles. Les retraits forcent les ventes. Les ventes réalisent les pertes. Les pertes affaiblissent le capital. Et ce capital affaibli alimente une nouvelle vague de retraits. Ce n'est plus une histoire de prêts immobiliers, c'est une histoire de vitesse. De peur numérique, pas de file d'attente devant les agences, juste des millions de transferts effectués en silence en quelques minutes. Et quand ce mouvement commence, il ne s'annonce pas à l'avance. Il se propage plus vite que les explications officielles. La question à ce stade n'est donc pas si une banque peut tomber. La question est combien peuvent tomber avant que le système n'appuie sur le bouton d'urgence. Et ce bouton a toujours un coût.
Pour comprendre pourquoi ce coût peut devenir colossal, il faut regarder où le risque est réellement concentré, pas en surface, en profondeur. Le texte insiste sur un point précis. Toutes les banques ne portent pas le même fardeau. Des milliers d'établissements existent aux États-Unis, mais certains cumulent une exposition à l'immobilier commercial qui est énorme par rapport à leur capital. Et c'est là que le danger se cache. Fait concret, il existe des seuils réglementaires qui définissent une concentration à haut risque. Un nombre significatif de banques se situe au-dessus de ces seuils. Sur le papier, elles peuvent paraître stables, jusqu'au jour où une perte relativement modeste suffit à tout faire basculer, parce qu'une banque n'a pas besoin de perdre 50% de ses actifs pour échouer. Elle a seulement besoin de perdre assez pour effacer ses fonds propres. Et les fonds propres, c'est une fine couche. Voici la tension reset que beaucoup ratent. Une perte de 10% sur un portefeuille très concentré peut être fatale. Pas spectaculaire, pas dramatique à première vue. Juste mathématiquement terminale. Et c'est exactement pour ça que ces situations sont si difficiles à détecter à temps. Tout a l'air normal, jusqu'au moment précis où ça ne l'est plus. C'est ici que le fameux chiffre de 8 500 milliards prend son vrai sens. Et le texte est très clair sur ce point. Il ne s'agit pas de dire que les banques vont perdre 8 500 milliards en prêts. Ce n'est pas comme ça que les crises fonctionnent. Il y a des récupérations, des restructurations, des amortisseurs, des interventions publiques. Mais quand on additionne toutes les couches, pertes directes, coûts de sauvetage, contagion institutionnelle et dégâts économiques, la destruction de valeur et le soutien nécessaire peuvent atteindre des montants qui se comptent en trillions. Et remarquez bien ce détail parce qu'il change la lecture entière. Le fonds d'assurance des dépôts paraît énorme jusqu'à ce qu'on le compare au volume total des dépôts qu'il est censé protéger. En temps normal, ça fonctionne parce que les faillites sont isolées. Mais dans une vague coordonnée, le calcul devient politique très rapidement. Et à ce moment-là, le véritable filet de sécurité n'est plus le fonds. C'est le Trésor, c'est la Banque centrale, ce qui signifie création monétaire, garantie exceptionnelle, programme d'urgence. Pas forcément immédiatement inflationniste, mais jamais neutre. Et c'est exactement pour ça que la suite de l'histoire ne se joue pas seulement dans les bilans bancaires, mais dans les décisions prises sous pression. La vraie question maintenant est simple et inquiétante. À quoi ressemble la trajectoire des prochains mois quand ce type de stress commence à s'aligner dans le temps? Si on avance le film de quelques mois, le texte décrit 2 trajectoires possibles et aucune n'est confortable. Première trajectoire, la reconnaissance accélérée. Dans les semaines à venir, selon le contenu, des immeubles de bureaux très visibles dans de grandes villes pourraient arriver sur le marché à des prix qui ressemblent à des erreurs de frappe, des tours autrefois valorisés en milliards qui se vendent pour une fraction de ce montant. Fait, chaque vente de ce type crée une nouvelle référence de marché. Et chaque nouvelle référence force les évaluateurs à revoir à la baisse des dizaines d'actifs similaires. C'est ainsi que la spirale des valorisations s'accélère sans que personne n'appuie sur un bouton. Les banques n'ont pas besoin que tous les immeubles fassent défaut. Il suffit qu'un nouveau régime de prix s'impose, des garanties plus faibles, des conditions de refinancement plus dures. Et soudain, des prêts qui semblaient gérables ne le sont plus. C'est la trajectoire où la réalité s'impose vite, brutalement, mais clairement. La deuxième trajectoire est plus sournoise. Le texte la décrit comme une phase de gel. Extension, modification, report, dispositif temporaire. Tout pour éviter de reconnaître les pertes trop vite. Officiellement, on gagne du temps. En pratique, on crée des banques prudentes, frileuses, presque paralysées. Le crédit se contracte. Les projets sont mis en pause. Les embauches ralentissent. Ce n'est pas une panique. C'est un étouffement progressif. Et voici le point clé. Ces 2 trajectoires peuvent coexister. Une crise aiguë dans certains établissements. Une lente zombification dans le reste du système. L'une fait les gros titres. L'autre ronge l'économie en silence. Et pendant que l'attention se focalise sur un week-end de saisie ou un nouveau programme de soutien, la dynamique de fond continue. La question n'est donc plus quelle trajectoire va gagner. La question est quel événement précis forcera le système à choisir et à quel moment la perception publique basculera. Parce que quand cette perception change, elle ne revient pas en arrière facilement.
Il y a une idée centrale qui relie tout ce que vous venez d'entendre, et elle est plus simple et plus dérangeante qu'elle n'en a l'air. Une banque peut sembler solide tout en cachant des pertes. Un système bancaire peut paraître stable pendant que la pression s'accumule, et un marché peut rester calme jusqu'au moment précis où il ne l'est plus. Le rapport mentionné au début n'était pas la crise. C'était la preuve que la crise est déjà en cours, encore silencieuse, encore fragmentée. Fait clé rappelé par le texte. Si une banque régionale suffisamment grande peut afficher des pertes capables d'effacer tout son capital, alors il est rationnel de penser que d'autres existent dans des conditions similaires. Non pas parce qu'elles sont incompétentes, mais parce qu'elles ont été exposées aux mêmes forces. Actifs achetés au mauvais moment, immobilier commercial financé sur des hypothèses qui n'existent plus, et un calendrier de refinancement qui oblige désormais la réalité à se manifester. Voici la lecture complète en une phrase, et elle change tout. Ce n'est pas une crise de mauvaises décisions isolées, c'est une crise de temps. Trop d'actifs construits sur le passé arrivent à échéance dans un présent qui ne les soutient plus. Et quand le temps se referme, il n'y a pas assez de sorties pour tout le monde. Ce que cela implique pour la suite est inconfortable. Même si les autorités parviennent à stopper la panique, elles ne peuvent pas recréer la demande pour des bureaux vides. Elles peuvent garantir des dépôts, mais pas garantir les flux de trésorerie qui faisaient fonctionner ces prêts. Elles peuvent retarder la reconnaissance des pertes, mais pas les effacer sans coût. Et plus ce coût est repoussé, plus il pèse longtemps sur l'économie réelle. La boucle se referme ici, mais l'histoire, elle, continue. Le prochain signal ne sera peut-être pas un gros titre, ce sera peut-être une vente impossible, un week-end silencieux ou une décision prise en coulisses sous pression. Et quand ce signal apparaîtra, ceux qui auront compris la mécanique avant le consensus ne réagiront pas dans l'urgence. Ils sauront déjà ce qu'ils regardent. Si vous voulez suivre cette trajectoire, comprendre les prochains catalyseurs et décrypter ce qui se joue derrière les annonces officielles, restez ici. Abonnez-vous pour la suite, parce que la prochaine couche de cette histoire ne parlera pas seulement de banque, mais de ce que ce système fait quand il est obligé de se réinventer sous contrainte.